Merci, c'est donc mon grand plaisir d'ouvrir cette session avec un panel de cette qualité pour parler d'un sujet très facile qui est simplement de repenser l'industrie et donc dans le cas de l'industrie automobile. Alors très rapidement, puisque nous disposons de peu de temps, pourquoi le cas de l'industrie automobile? Il nous a semblé au Cercle que cette industrie était emblématique de ce qu'on appelle, d'un terme un tout petit peu connoté négativement, la désindustrialisation en France. On pourrait dire la servicification, c'est plus joli, mais ça revient au même. La deuxième idée, c'est que cette industrie est intéressante parce qu'elle fait face à des problèmes à la fois structurels et conjoncturels. Les problèmes structurels, c'est... Vous voyez ce que je vous disais sur les chaises, hein. Les problèmes structurels sont des problèmes qui sont liés au déplacement de la demande. Donc on l'a bien vu avec l'élargissement européen, on le voit bien évidemment avec les pays émergents, la demande est là, c'est là qu'elle croît le plus vite. L'autre élément structurel, c'est la globalisation des chaînes de valeur ajoutée. Et le troisième qui s'amorce, c'est la mutation des modèles de consommation automobile, en particulier dans nos pays. Ça c'est pour la structure. Et pour les problèmes conjoncturels, évidemment, la crise qui est accentuée dans le cas de l'industrie automobile parce que c'est une industrie cyclique et qui a été peut-être accentuée en Europe par les réponses de politique économique qui ont été données, qui ont été d'une certaine façon de repousser les ajustements par des plans de soutien à la demande, ce qui fait que lorsque les ajustements doivent se faire, ils sont encore beaucoup plus violents. Donc pour traiter de ces questions structurelles et conjoncturelles, en fait, nous avons choisi de traiter trois thèmes que je vais présenter très vite. Le premier, c'est comment s'adapter à cette nouvelle donne globale au niveau de cette industrie. Comment organiser cette industrie, comment réagir stratégiquement pour s'adapter à cette nouvelle donne globale avec les émergents et les pays industriels qui ont des modes de demande différents. Dans les émergents, c'est de la demande statutaire ou de premier équipement, alors que dans les pays industriels, on voit bien qu'on est de plus en plus passé de la propriété à l'usage. Et donc, quel est le business model, d'une certaine façon, qui va avec ça? Et enfin, troisième question, quel produit? Qu'est-ce qu'on va vendre quand on est une firme automobile? Est-ce qu'on va vendre essentiellement des services? Est-ce qu'on va juste concevoir des voitures que d'autres vont fabriquer? Ou va-t-on continuer à fabriquer des voitures et si oui, lesquelles? Et donc ça pose la question de la technologie qu'on va utiliser en matière de propulsion. Donc on peut rester sur du thermique avec des voitures connectées, on peut aller vers l'hybride ou on peut aller vers le tout électrique. Les choix industriels, les enjeux sont considérables, notamment en termes de risque de leapfrogging de la part des pays émergents sur certaines technologies. Voilà donc les trois questions auxquelles nos différents intervenants vont essayer de répondre. Et je laisse maintenant la parole à François-Xavier. Merci Lionel. Donc rebonjour à toutes et à tous. Je vous présente d'abord José Manuel Soria Lopez, que vous ne connaissez pas, qui est ministre de l'économie, de l'industrie, espagnole, et qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir nous rejoindre ici à Aix. Et puis je ne vous présente pas nos deux autres intervenants, puisque vous les connaissez très bien, Carlos Ghosn et Jacques Attali, sauf peut-être pour les étrangers, oui, donc Carlos Ghosn, président du groupe Renault-Nissan, et Jacques Attali, essayiste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier que j'ai ici. Voilà. Juste, il y a 5 ans, jour pour jour, ici même, Carlos Ghosn, c'était en 2008, juillet 2008, à Aix. Certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. Moi, en tout cas, je m'en souviens. Vous nous aviez prédit, vous aviez été le premier à prédire la crise automobile. Vous aviez évoqué à l'époque le fait que, je cite, il existe une corrélation forte entre l'indice de confiance des consommateurs, le moral des ménages de l'INSEE et les ventes d'automobiles. Et vous nous disiez que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de répercussions sur les ventes. La crise est arrivée derrière. Ça n'a pas arrêté. La France est toujours aujourd'hui dans une crise profonde. On l'évoquera sans doute tout à l'heure. Juste les ventes au premier semestre sont au plus bas depuis 1998, et c'est vrai évidemment pour l'ensemble de l'Europe. Alors, le thème de ce débat, c'est comment repenser l'industrie et le cas de l'automobile dans l'industrie. J'entendais hier Jacques Mistral dire « la crise résiste ». Comment est-ce qu'on peut faire pour résister à la crise? Et notamment pour vous, première question, Carlos Ghosn, comment est-ce que vous
écrivez, si je puis dire, l'avenir, notamment quand on pense au pari électrique que vous venez de lancer, qui démarre petitement avec la Zoé. Bon, mais qu'est-ce qui va du coup changer fondamentalement dans les 10 ans qui viennent à cause de cette révolution? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Elles sont en train de changer d'ailleurs. Il y a les marchés qui sont en train de changer, c'est évident. Les marchés sont en train de se déplacer vers les pays émergents. Les pays émergents, ce n'est pas uniquement les BRICS, c'est aussi des nouveaux pays où les taux de croissance sont très élevés, comme l'Indonésie, comme un certain nombre de pays d'Afrique, comme l'Amérique du Sud, quand j'exclus le Brésil. Deuxièmement, ce sont toutes les nouvelles technologies qui sont en train de débouler. Vous avez parlé des hybrides, il y a les plug-in hybrides. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans des terminologies un peu obscures, mais le plug-in hybride, c'est à la base une voiture électrique avec un petit moteur pour soutenir la batterie, plus les voitures électriques. Il y a l'hydrogène qui arrive, donc il y a une pléthore de technologies qui essayent de répondre à deux préoccupations. Premièrement, trop grande dépendance du pétrole, dépendance politique, dépendance économique, et puis aussi les problèmes d'environnement qui deviennent des problèmes très sérieux dans des pays comme la Chine, qui est quand même le premier marché mondial. Donc il y a des évolutions. Alors il y a des évolutions au niveau du consommateur. Le consommateur, en moyenne, passe 2 heures en voiture dans le monde. Ces 2 heures sont 2 heures absolument inutiles pour lui, puisqu'il s'agit que de transporter des corps. Il voudrait pouvoir utiliser ce temps. Et aujourd'hui, les technologies permettent de dégager le conducteur de cette prise sur la voiture et de pouvoir faire autre chose. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'évolutions qui viennent qui font que notre industrie n'est certainement plus une industrie, si elle est apparue à un certain moment comme une industrie de commodité, ça ne l'est plus, c'est de la haute technologie. Et nous, en tant que constructeurs, nous sommes des architectes, nous ne pouvons pas tout faire, mais nous sommes quand même, nous assemblons des technologies, nous assemblons des connaissances, nous assemblons des produits. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous remettons en cause notre avenir tout le temps. Tout le temps. Et ce pari de l'hybride et de l'électrique? Oh ben, je dirais, pour moi, c'est même pas... Et ce pari pour vous de l'électrique, d'ailleurs? Pour d'autres, c'est peut-être un pari. Pour moi, ce n'est pas un pari, c'est une certitude. C'est une certitude. Je dirais, toujours aussi confiant. Je ne vois pas l'industrie automobile sans hybride et sans électrique dans l'avenir. Je ne la vois pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une incertitude sur les pourcentages. Alors, est-ce que c'est un peu plus d'hybride, un peu moins d'électrique, un peu plus d'électrique, un peu plus de plug-in hybride? Ça va dépendre beaucoup des législations. Ça va dépendre beaucoup, par exemple, avec quelle force les Chinois vont imposer le modèle électrique. Parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui en fer de lance là-dessus. Parce que non seulement ils n'ont pas de pétrole, mais en plus, ils ont des problèmes d'environnement sérieux. Et comme vous le savez, il y a 50 voitures pour 1000 habitants en Chine. En moyenne, en France, il y en a 500. Il y a 10 fois plus de voitures par habitant en France qu'en Chine. Or, vous imaginez bien que les Chinois ne vont pas se satisfaire de 50 voitures pour 1000 habitants. Donc, il va y avoir une croissance formidable de l'industrie automobile, sauf qu'aujourd'hui, la principale contrainte, elle est essentiellement au niveau de l'environnement. La seule façon de le résoudre, c'est aller vers l'électrique. Alors, on poursuit ce tour de table avec José Manuel Soria Lopez. Fin 2012, Renault, justement, a présenté un nouveau plan industriel pour son usine de Pallantia. Ford s'est aussi installé il n'y a pas longtemps à Valence, en Espagne, en déplaçant un certain nombre de ses activités qui étaient en Belgique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle espagnol, en tout cas pour l'automobile, reprend de la vigueur, reprend de l'intérêt. Comment est-ce que vous avez stratégiquement évolué pour revoir vos problèmes de compétitivité en Espagne sur l'industrie automobile et puis peut-être aussi plus largement? Well, thank you very much. We had several serious problems in our economy just 1 year and a half, and because of those problems, which had to see with the competitiveness, with the public deficit, with the international financing conditions, with the unemployment above all, we started with a new economic policy based basically in 3 points. First of all, a very deep fiscal consolidation process. Secondly, a very deep structural reforms process. And third, but not less important, concern about more Europe, more economic union at the European community. So, because of the fiscal consolidation, in the year 2012, we have decreased the public deficit in about 2.3%, coming down from 9.3 to less than 7%. And that has happened in a year in which our economy has decreased about 1.4%. Concerning structural reforms, we have been making almost every week several reforms concerning labor market, financial market, energy system, education. And because of that,
I think we are still, of course, have serious imbalances because our rate of unemployment still goes to nearly 24%. But we are already having a look to some positive signals which are related, for example, to a relocalization, industrial relocalization in Spain. There are some big and important decisions which have been made by global automotive players, such as Nissan, such as Renault, such as Iveco from the Fiat Group, such as Ford, as you mentioned, in the Almusafes next week. General Motors, Opel, is announcing new decisions for new relocating activity in Spain. And above all, we are seeing that our financing conditions have changed deeply. You know, just 1 year ago, the most important news about the Spanish economy was, why do not the Spanish government ask for a bailout? What are you waiting for? Because, I mean, our risk was nearly 650. So 1 year later, we are having a look to some positive signals, although we still are in the path to reinforce those structural reforms, because we know we still have a lot to do. But, of course, part of that strategy is to make a strong bet for our challenge in industry, because we have had a decrease during the last 12 years from 10% industry in the GDP down to around 15%. And therefore, from that point of view, we have a similar problem to that one we have in the whole Europe. You know that one of the main objectives in the European Union nowadays is to increase the level and the percentage of the industry in the economy. But we have to not only say from a theoretical point of view, we have to do practical things in order to get that purpose. Très bien. Donc on continue ce tour de table avec Jacques Attali. Ce qui est frappant dans votre livre, Urgence française, donc vous proposez 10 chantiers majeurs à relancer pour relancer notre économie et notre pays. Vous parlez finalement très peu de l'industrie. Vous évoquez surtout les services. Est-ce qu'il faut donc repenser notre industrie automobile autour des services? Est-ce qu'il y a des modes de consommation et des usages qui évoluent? Et puis, quelle incidence ça peut avoir, évidemment, sur nos braves usines françaises? L'industrie automobile, dont je suis loin d'être un spécialiste, en plus je déteste conduire, donc ça ne m'ajoute pas à la justification de ma présence ici, mais l'industrie automobile doit se comprendre dans une logique beaucoup plus globale, et elle est très intéressante pour cela. Je rappellerai quelques chiffres qui permettront de répondre à votre question. Sous le contrôle de Carlos, il y a aujourd'hui quelques 650 millions d'automobiles qui circulent dans le monde, ce qui n'est pas beaucoup si on compare à une population de 7,5 milliards. 2030, il semblerait qu'on aille vers 1,3 milliard de voitures, ce qui est vraiment un changement assez dramatique, un doublement du nombre d'automobiles, qui en effet est largement justifié parce que Carlos disait sur la croissance de la consommation d'automobiles en Chine, en Indonésie, en Inde, qui va finir par décoller, et évidemment, la clé, c'est l'Afrique. Moi, je ne crois pas que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Asie, je crois que c'est le siècle de l'Afrique, parce que la population de l'Afrique va doubler en 40 ans, d'1 milliard à 2 milliards, et à un moment, ça va se voir dans beaucoup de dimensions. Sur 700 millions, 650 à 700 millions de voitures aujourd'hui, on produit 80 millions de voitures par an. Depuis 1-2 ans, je ne sais pas, la Chine est devenue le premier producteur de voitures dans le monde, devant les États-Unis, le premier utilisateur et consommateurs de voitures dans le monde, avec un taux de croissance évidemment considérable. Avec une Europe, elle, qui est en effet plus dans des perspectives de renouvellement et de modification très profonde, non seulement en termes d'usage, comme il a été dit tout à l'heure, mais aussi, j'ai toujours pensé que ça allait dans cette direction, c'est-à-dire qu'on va vers des voitures qui vont être, comme beaucoup d'autres objets de consommation, soit très bas de gamme, soit très haut de gamme, mais rien au milieu. Et c'est une évolution très profonde de la société où les gens intelligents vont penser qu'il n'y a pas de raison d'avoir une voiture sophistiquée si une voiture de bas coût suffit. Et puis, par ailleurs, on a des voitures sophistiquées. Donc, on a cette évolution vers la suppression du milieu ou la réduction du milieu et le développement des voitures de bas de gamme et de haut de gamme. C'est pas bon pour Carlos Ghosn, la suppression du milieu, mais on va y revenir tout à l'heure. Je ne pense pas qu'ils soient en désaccord. Sur votre question, moi je comparerais volontiers, si on
prend des perspectives de long terme, ce qui peut se passer à moyen terme dans l'industrie automobile avec ce qui est en train de se passer sur les compagnies producteurs de smartphones. Au fond, les téléphones sont de plus en plus de l'électronique, comme les voitures sont de plus en plus d'électronique. On est à déjà plus de 50% de voitures qui sont en électronique. Et on peut se demander si à terme, la vraie valeur ajoutée sera dans l'industrie de l'assemblage, dont parlait Carlos, ou si la valeur sera ailleurs, c'est-à-dire dans ceux qui produisent les logiciels, les équipements qui seront nécessaires. On voit avec l'arrivée de la voiture connectée dont parlait Carlos, dont le modèle est un des exemples emblématiques, c'est la voiture de Google, dans laquelle Google a dit qu'il était prêt à fournir toute l'intelligence nécessaire, mais qui ne sera pas assembleur et qui jamais fabriquera la voiture. Mais il est clair qu'on a là une dynamique dans laquelle il faut se poser la question de savoir où sera la vraie richesse, la vraie valeur. Et le fait de savoir si la vraie valeur sera dans l'assembleur, comme c'est le cas par exemple avec Airbus, qui est un assembleur et qui rassemble une part de la valeur, ou si la valeur sera non pas dans l'assembleur, mais dans ceux qui fabriquent les technologies qui sont nécessaires, c'est vraiment un choix stratégique très important qui devra déterminer les grands choix industriels et qui là montre bien que les choix de compétitivité qui portent pour l'instant essentiellement sur la taille des plateformes, la capacité à produire beaucoup de modèles différents sur les mêmes plateformes, etc., peut changer et peut se trouver basculer sur des voitures en effet intelligentes, connectées. Pour ma part, je pense pas, mais là encore je parle sous le contrôle de Carlos, je ne crois pas que le débat sur les voitures électriques ou hybrides soit si fondamental, sauf sous réserve en effet de la réglementation. Si la réglementation chinoise change, évidemment ça changera tout, mais malgré tout ça restera une proportion qui variera entre 2 et 4% du nombre de véhicules produits dans le monde, donc ça reste encore relativement marginal au sens des grands enjeux stratégiques. Je pense que la grande question stratégique de l'industrie automobile, qui est une question beaucoup plus vaste, c'est de savoir si la valeur sera dans l'assembleur ou si la valeur sera dans le producteur de l'intelligence, c'est-à-dire tout ce qui est l'industrie numérique, qui aujourd'hui n'est que chez les sous-traitants. Alors, avant de passer aux questions dans la salle, parce qu'on va entamer tout de suite les questions dans la salle, je voudrais demander quand même à Carlos Ghosn de réagir à ce que vient d'évoquer Jacques Attali, la suppression des voitures du milieu. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit les chiffres de Renault, en tout cas en France, on a des chiffres qui ne seront pas bons au premier semestre, comme l'ensemble des constructeurs, sauf que Dacia se porte plutôt bien. Donc c'est le low cost qui porte un peu le reste. Est-ce que finalement cette tendance, elle n'est pas très lourde et elle ne vous engage pas à changer complètement vos modèles? Oui. Et puis par ailleurs, dites-nous aussi ce que vous pensez du marché pour les mois qui viennent, parce que ça va nous intéresser, puisque nous aviez prédit la chute il y a quelques années. Oui. Alors, je sais pas si... Non, bon, c'est bon. D'abord, donc la réaction à propos de ce que Jacques a dit, il est évident qu'aujourd'hui, on a une croissance qui est très forte sur l'entrée de gamme. Je n'appelle pas ça le low cost parce que ce que vous appelez le low cost pour l'Europe, c'est du moyen de gamme dans les pays émergents. Donc, effectivement, quand on dit nous sommes les champions du low cost, ben heureusement, parce que ça veut dire que nous sommes les champions du moyen de gamme dans les pays émergents. Les Dacia qui se vendent en Europe, c'est le milieu de gamme en Russie, le milieu de gamme au Brésil. Ce n'est pas du low cost dans les pays émergents. Le low cost dans les pays émergents n'existe pas. Ce sont des voitures qui sont en général des voitures qui ont 20 ans ou 30 ans d'âge. 20 ans ou 30 ans d'âge. C'est des technologies qui sont déjà usées, que les gens achètent uniquement parce qu'ils sont uniquement limités par le prix. Or, la nouvelle révolution, celle qui est en train de se faire actuellement et que nous sommes en train de préparer, c'est du low cost moderne dans les pays émergents. Et ça, c'est un marché qui est en train d'exploser compte tenu de ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'arrivée de l'Indonésie, l'arrivée de l'Afrique, l'explosion des marchés donc Chine, Inde, Brésil, mais c'est une explosion qui se fait par le bas, hein, c'est-à-dire que ce sont effectivement des gens aujourd'hui qui ont des tricycles, qui ont des motocyclettes, qui achètent des voitures usagées, qui rêvent d'avoir une voiture neuve, qui ne peuvent pas y accéder parce que les voitures sont chères, mais dès que vous arrivez avec du low cost dans ces pays-là, vous allez avoir une explosion de la demande. Donc ça, c'est une demande qui va continuer de progresser. Puis après, vous avez le haut de gamme, bah forcément parce que vous avez des classes moyennes qui sont en train de s'enrichir partout et qui ont envie d'avoir autre chose. Je ne pense pas qu'il y aura une destruction de la gamme moyenne. La gamme moyenne restera là, sauf qu'elle va être stable à peu près en valeur absolue, mais la croissance va se retrouver dans les deux extrêmes. Alors, je réponds à la deuxième question, où va se retrouver la valeur dans l'avenir? Moi, alors évidemment, dans 30 ans, on
peut répondre n'importe quoi, puisque personne ne sera là pour dire si vous en avez raison ou pas. En tout cas, vous vous donnez rendez-vous dans 5 ans. Allez. Moi, je vous donnerai rendez-vous dans 5 ans. L'assembleur sera toujours déterminant. Pourquoi? Pour 2 raisons. Par rapport à l'avion ou par rapport au téléphone. La voiture a quelque chose de très particulier. C'est que c'est un objet qui est en même temps rationnel et émotionnel. Alors que l'avion, il n'est pas émotionnel, hein, vous n'avez pas le choix. Hein, je dirais, vous montez dans un avion. Il peut l'être, mais dans d'autres sens. Et puis le téléphone non plus. Le téléphone, vous regardez les fonctionnalités. La voiture, elle est rationnelle et émotionnelle. Et je veux dire, alors la rationalité, c'est quoi? C'est bien sûr le prix, la qualité, la consommation, etc. Mais l'émotion, c'est le design, c'est la marque, c'est le luxe, etc. Vous savez que la plupart des gens achètent des voitures dont ils n'ont pas besoin. On le sait très bien. C'est-à-dire, non mais on le sait, nous sommes des spécialistes, c'est-à-dire que vous avez des... Non, mais on répond à la demande. Vous avez beaucoup de personnes qui achètent des V8, des 8 cylindres, des 4x4 pour rouler dans le désert, alors qu'ils ne sortent jamais de ville. Hein. Donc vous avez... Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture, elle est émotionnelle. C'est quelque part dans l'achat d'une voiture, c'est un hybride entre l'achat d'un téléphone, qui est très fonctionnel, quels sont, etc., et l'achat d'un chien. Ben oui, un chien, vous n'achetez pas le chien en fonction de son poids ou de sa consommation. Vous achetez un chien parce que vous avez un coup de cœur, vous avez aimé ce chien, il est petit, il est grand, etc. Vous avez un coup de cœur. Ben, la voiture, vous avez aussi le coup de cœur qui est très important. Et c'est bien pourquoi... Sauf que sur l'électrique, par exemple, il n'y a pas que l'émotionnel, il faut aussi avoir des prises électriques, des moyens de se recharger. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, en Europe, on n'est même pas d'accord sur les prises entre vous et PSA. C'est pas le même système, c'est pas... Oui, non, mais je veux dire, nous avons, ce mois-ci, nous aurons vendu 100 000 voitures électriques. Nous sommes, et de loin, le groupe automobile qui a assemblé et vendu le plus de voitures électriques dans le monde, depuis que l'industrie automobile existe. Les 3000 Zoé depuis le début. Oui, 3000 Zoé, on vient de la lancer. Alors que Leaf a été lancé, Nissan a été lancé il y a 2 ans, Leaf a déjà dépassé les 55 000, 60 000 voitures. Nous avons des Kangoo électriques qui sont en train d'être vendus. Nous avons une banque de données sur, finalement, les personnes qui ont utilisé les voitures électriques qui est exceptionnelle. D'avoir 90% des personnes qui ont acheté des voitures électriques sont des conquêtes, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont jamais acheté une Renault, jamais acheté une Nissan avant. Deuxièmement, à plus de 90%, ils sont loyaux, c'est-à-dire qu'ils diront nous remplacerons notre voiture électrique par une autre voiture électrique. Le grand handicap de la voiture électrique, c'est l'absence d'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous-même vous achetez une voiture à essence et qu'il n'y a pas de pompe à essence à 50 km de chez vous, vous allez abandonner l'achat. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent essayer la voiture électrique, qui disent finalement où est-ce que je vais la charger? Si je n'ai pas ma maison à moi, si je suis dans un appartement, je ne sais pas où charger la voiture. Donc tant qu'on n'aura pas répondu à cette préoccupation, vous aurez très peu de décollage. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que dans pas mal de grandes villes et dans un certain nombre de pays, notamment le Japon a décidé d'investir $1 milliard de charge électrique rapide, c'est-à-dire qu'il y aura des stations de chargement de voitures électriques autant qu'il y a de stations d'essence au Japon. Vous allez voir tout d'un coup le décollage et des ventes de voitures électriques. Donc je pense qu'on est au milieu d'une évolution. Je pense qu'elle est indispensable pour des raisons énergétiques et pour des raisons d'environnement. Et je suis d'accord avec Jacques, c'est-à-dire la réglementation jouera beaucoup. Un seul exemple pour terminer. Pourquoi en Europe, plus de 60% des voitures sont diesel, alors qu'aux États-Unis c'est moins de 1% et qu'au Japon c'est moins de 1%. C'est les mêmes constructeurs. La seule différence, la législation. Alors, je voudrais qu'on continue avec les questions avec M. Soria Lopez sur le modèle espagnol toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de constructeurs espagnols, hein? Il y a des constructeurs qui sont Seat, Volkswagen ou Renault ou Peugeot, etc. Mais vous n'avez pas de constructeurs espagnols proprement dit. À ces constructeurs européens, vous leur proposez quoi aujourd'hui? Vous leur proposez une industrie qui choisit d'être réceptive à la demande des consommateurs, c'est-à-dire au temps de fabrication plus rapide, à la demande des constructeurs, ou est-ce que c'est une industrie qui finalement a choisi d'être beaucoup plus pragmatique avec ses syndicats, capable de renégocier en termes de compétitivité? Quelle est la balance un peu entre les deux? Alors, on va essayer de faire marcher le micro. Ouais. Il marche? Non, il ne marche pas le micro. Voilà, c'est bon. Okay. Yes, well, within the 10 big
international companies which are operating with different factories in Spain for car making. There is one which is SEAT, which is Spanish. It is true that it has been bought by the group Volkswagen some years ago, but it has a very strong innovation center in Barcelona, so of course that helps a lot our industry. No, I mean, of course the capacity of making arrangements and consensus between the trade works and the companies have been very important in Spain. I mean, without that capacity would have been just impossible to get these relocalization investments that we have been having for the last 6 or 9 months in Spain. But at the same time, I would like to say that that has been possible because nowadays we have a different labor framework in Spain which makes possible that kind of agreements. Because, I mean, with something more than 6 million unemployment people in Spain, which is about 24%, or you have a labor framework in which you can have more competitive unitary labor cost, or otherwise those investments would not go to Spain, they would have gone to some other countries with which we are competing because, of course, we have a very important automotive industry in Germany, which is the first one in Europe, but as well in France, as well in Italy, as well in Poland, as well in Czechia. And when these big players, are choosing Spain, we have to ask ourselves, why is that? And we believe it's mainly because of that evolution of the unitary labor cost, and secondly, because of the deep structural reform process we are making. And in spite of those positive signals I was saying before, we are strengthening to deep even more in those reforms because we know it's the only way. Ok, alors, questions dans la salle, on va démarrer. Pour qui veut poser les premières questions? Il y a une jeune hôtesse, mademoiselle, qui a un micro à vous proposer, qui se jette à l'eau. Cela dit, je ne vois pas, donc... alors, là-haut, on va commencer par en haut, et puis on descendra ensuite en bas. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose dans la salle, il n'y a pas de lumière. Donc si on pouvait éclairer un peu la salle, ça serait bien. Alors, oui. Quelqu'un en haut, non? Finalement? Donc, voilà. Alors ici, monsieur, là. Allons-y, allons-y. Je croyais que... Oui, bonsoir. Jean-Marc Sylvestre. Je voulais demander au ministre de l'Industrie espagnol... Jean-Marc Sylvestre, je ne t'avais pas reconnu, Jean-Marc. J'ai la lumière dans les yeux. J'ai droit à 2 questions ou pas? Vas-y. Première question. Je voulais demander au ministre de l'Industrie espagnol s'il était prêt à acheter le discours du ministre de l'Industrie français en matière de réindustrialisation et en matière de relations avec les entreprises. Premier point. Et la deuxième question, c'était pour Carlos Ghosn. Est-ce qu'il lui arrive parfois, dans ses rêves ou dans ses cauchemars les plus fous, à penser qu'on pourrait ne plus avoir besoin d'automobile, mais qu'on pourrait imaginer d'autres moyens de transport? Alors, monsieur le ministre d'abord. The first question for me, the second for Mr. Ghosn, yes? I can't answer the first question. Okay. No, well, you know, in the framework of the European Council of Ministers of Industry and Competitiveness, we have, of course, good relations, and in many cases we are agree with the necessity of a reindustrialization policy in Europe. Basically, for example, when just 1 month ago I had a proposal as a Spanish minister of not having a look just now to the restrictions concerning CO2 emissions for the automotive industry, I had there the aid of Monsieur Montebourg and some other ministers from some other countries, because we think, of course, we have to be a green economies as well, but we have to look as well to the competitiveness and the capacity of competitiveness of our economy in Europe. So basically, I should say that we are agree in the reindustrialization process we have to make in Europe, in France, as well in Spain. But, you know, in Europe, there are many different minister councils and many different sensitivities. So when you speak about, for example, environmental ministers, the vision is sometimes completely different to that one we have in the Industry Council. I mean, we have to know and we have to decide, do we want a Europe in which
youth unemployment is increasing and increasing, or we want a Europe with increasing opportunities, which means increasing opportunities in industry, because on the other hand, we have United States, we have Asia, we have China, we have India, which are competing in different, I'm not meaning about labor cost only, I'm meaning about energy cost, I'm meaning about bureaucratic cost, I'm meaning about financial cost, and therefore I think that's a reflection we have to do all together in Europe. Alors, Carlos Ghosn, est-ce que vous rêveriez un jour de rouler autrement, enfin ne pas rouler en voiture d'ailleurs? Non, je ne pense pas que c'était ça la question. La question, c'est est-ce que je peux imaginer un avenir sans automobile? Moi, je ne le pense pas. Moi, je ne le pense pas. Voilà. Je ne vois pas comment on peut avoir un transport autonome sans voiture. Bon, il y a des transports collectifs, et ça se développe. Il y a effectivement le côté, on partage la voiture, c'est sûr. Que ça va augmenter, c'est sûr, mais c'est encore extrêmement marginal par rapport à l'objet qui est sous votre contrôle, qui est grosso modo qui fait ce que vous voulez, qui vous transporte là où vous voulez. Je ne vois pas comment. Alors, l'évolution, elle va plutôt de transformer cet objet en partenaire, c'est-à-dire plus d'informations, plus d'activités. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses dans la voiture, mais franchement, je ne le vois pas à un horizon de 30-40 ans. Alors, je voudrais qu'on pose une question sur PSA, pas à vous, mais quand on voit aujourd'hui, et ça s'adresse plutôt à Jacques Attali, quand on voit aujourd'hui les difficultés de PSA en France, quel est le rôle que peut jouer l'État? On parle d'une alliance éventuellement avec Mercedes, on parle d'une alliance avec le partenaire chinois. Est-ce que finalement l'État a un rôle à jouer dans les problèmes de PSA, de la même manière que Barack Obama a sauvé l'automobile américaine? Oui, sans aucun doute, l'État a un rôle à jouer dans l'industrie en Et en général. rentrant dans le capital éventuellement? L'État a un rôle à jouer en général dans l'industrie en étant le promoteur des industries de demain. Et pas dans la défense d'industries qui seraient dépassées. L'État a un rôle à jouer dans les investissements d'avenir, dans les nanotechnologies, les neurosciences, les biotechnologies, les technologies nouvelles, et en particulier tout ce qui est promotion de petites et moyennes entreprises dans ces secteurs. C'est ça le rôle fondamental de l'État, c'est de préparer le très long terme. Maintenant, l'État a aussi un rôle à jouer de protection d'une industrie lorsqu'elle est à la fois pleine d'avenir et menacée conjoncturellement. Parfois, ça se joue au niveau européen. Je pense par exemple que la vraie protection de la sidérurgie, c'est le retour d'une CECA européenne qui aurait la possibilité de nationaliser. Alors là, il faut trouver un autre mot, c'est européaniser l'industrie sidérurgique européenne, parce que c'est à ce niveau-là. Le faire au niveau national, ça n'a pas de sens. Mais au niveau européen, repenser une CECA de la sidérurgie, ça a tout à fait son sens, et ça permettrait d'éviter toute une série de pirates et de catastrophes qui sont produites et qui n'existent que parce que nous sommes divisés. Sur l'industrie européenne, il y a déjà d'ailleurs un début de commencement de stratégie européenne qui se met en place. Sur le terrain national, d'abord une entreprise comme Renault, elle porte le nom de Renault, mais c'est une entreprise mondiale. C'est l'alliance d'ailleurs, Renault-Nissan. Oui, c'est une entreprise mondiale. On va se réveiller un matin en se rendant compte que la plupart des entreprises qu'on croit françaises ne sont pas françaises. Elles sont françaises par leurs dirigeants pour l'instant, leur siège parfois, leur capital de moins en moins, et leurs clients plus du tout. Donc il faut prendre conscience que les entreprises qu'on croit françaises ne le sont plus, et que l'avenir de la France n'est pas dans la défense illusoire d'une propriété qui n'existe plus, mais dans un dialogue pour essayer de faire en sorte que les sièges sociaux restent là, que le dernier pays où on licencie soit la France. Et c'est ça qui est la seule justification d'avoir le siège social et la dirigeante. Donc, il faut qu'on soit le licencieur de dernier recours, en quelque sorte, dans ces entreprises. Et pour ça, il faut que l'appropriation française reste. Et c'est en cela que, pour ces industries qui sont évidemment globales, quand je disais tout à l'heure que le marché mondial, c'est 1,3 milliard, évident que pour Renault, on ne peut pas demander à Renault-Nissan d'être autre chose qu'une firme mondiale. Mais malgré tout, son appropriation de culture nationale fait qu'on restera là où ce sont les laboratoires de recherche. Pour ça, il faut, je dis souvent, en me faisant attaquer quand je le dis, que la France est un hôtel. Une nation, c'est un hôtel. Un hôtel doit attirer des clients, il doit les garder, et il doit créer des conditions pour qu'ils aient envie d'être là. Donc il faut penser la stratégie à l'égard des grandes multinationales d'origine française en créant les conditions pour qu'ils aient envie de laisser leurs dirigeants, leur conseil d'administration, leur COMEX, qui est peut-être plus important que leur conseil d'administration. Donc ça implique beaucoup de choses en matière de fiscalité, personnelle et collective, etc. C'est la même, et en termes de capital, il faut aussi qu'on ait une structure de même genre. C'est le cas évidemment pour
PSA. PSA ne peut pas durer sans être une entreprise mondiale, ne peut pas durer sans trouver des partenaires. Il faut créer les conditions et l'État a un rôle à jouer en pensant cela. Non pas comme aux États-Unis où le marché est américain et où ils vendent 14, 15, 16, 17 millions de voitures aux États-Unis. Tout autre problème. Il faut penser ça en créant les conditions, en gardant présent à l'esprit cette grille de lecture, tout faire pour que le nouveau PSA, qui aura des alliés américains, chinois, etc., garde son centre de gravité culturelle, idéologique et stratégique en France. Alors, Carlos Ghosn, sur ce rôle de l'État, je voudrais juste revenir un peu sur l'histoire récente de ce pays, puisque en février 2012, quand vous avez inauguré votre usine au Maroc à Tanger, je me souviens qu'Arnaud Montebourg, justement, avait fustigé, je le cite, une prime à la casse de l'industrie française. Depuis, le ton a changé sur Renault et le mauvais élève est un peu devenu PSA avec les problèmes que l'on connaît. Qu'est-ce que vous attendez du rôle d'un ministre de l'Industrie pour un groupe comme le vôtre? Et puis fondamentalement, si on parle chiffres, Renault produisait en France 1,1 million de voitures en 2004. Aujourd'hui, moins de 500 000. Est-ce qu'il y a des chances pour que demain, on retourne à 1,1 million? Et si oui, sur quel type de voiture? Bon, écoutez, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que les ministres de l'Industrie, dans pratiquement tous les pays du monde où nous exerçons, ils défendent la même chose. Hein, je pense que José Manuel, comme le ministre de l'Industrie japonais, comme le ministre de l'Industrie français, ils se préoccupent d'abord d'avoir de la technologie dans leur pays, d'avoir des investissements dans le pays et d'avoir des emplois dans le pays. Voilà. Et donc, comme le disait Jacques, en cas de crise, ils veulent être les derniers sur lesquels on réduit les capacités ou on réduit les ressources. Je dirais, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que M. Montebourg fait autre chose que le métier de l'industrie, que le ministre de l'Industrie, que moi-même, alors il le voit avec sa personnalité, avec son langage, mais il fait exactement la même chose que ce que moi-même je vois dans beaucoup de pays dans le monde. C'est-à-dire, bien sûr, vous devez vous ajuster, mais si vous voulez faire vos ajustements, ne le faites pas chez nous. Et puis deuxièmement, quand vous avez votre siège dans un pays déterminé, il faut que ce pays soit privilégié, ce qui est tout à fait normal. Et ce que j'entends de la part du ministre de l'Industrie français, je l'entends aussi de la part du ministre de l'Industrie japonais quand il s'agit de Nissan. Donc je dirais, je ne pense pas qu'il y ait là d'exception en ce qui concerne le traitement. Alors, en ce qui concerne les productions, vous avez dit les productions ont baissé, mais le marché a baissé. Nous ne produisons pas des voitures en fonction des marchés. L'Europe, sur des produits moyens ou sur des produits plutôt de valeur à bas coût, n'est pas très compétitif. L'Europe est plutôt compétitive sur des produits à valeur ajoutée. C'est pourquoi tout le monde dit « Ah, mais comment ça se fait que l'Allemagne s'en sort ?» Forcément, l'Allemagne a 3 constructeurs qui sont essentiellement dans le haut de gamme. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça fait un certain temps que ça se passe. Donc, ils en profitent parce que l'Europe peut exporter du haut de gamme, alors que l'Europe a de plus en plus de mal à exporter des produits de moyenne gamme et encore plus de mal à des produits low cost. Donc, si notre production a baissé, c'est parce que, le marché européen a baissé, vous le rappeliez vous-même, le marché européen en 2013 sera au niveau des années 1990. On est revenu aux années de 1990. On a eu 6 années de déclin. On a eu 6 années de déclin. Et avec pratiquement aucune fermeture de capacité. Il faut quand même le savoir. Hein. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un marché européen qui est probablement 30% ou 40% en dessous du sommet qui a été atteint il y a 6 ou 7 ans. Il n'y a pratiquement pas eu de fermeture de capacité. Donc ça met les constructeurs sous beaucoup de contraintes. Bon, alors, est-ce qu'on peut remonter? Bien sûr, on peut remonter, mais il faut être innovateur pour remonter. Moi, je ne prévois pas de reprise forte en Europe pour l'automobile à moyen terme. Je suis en train de préparer Renault à plusieurs années, au mieux, de stabilité du marché. Si on a une croissance du marché, tant mieux, ce sera une bonne surprise, mais au moins, nous n'aurons pas de mauvaise surprise. Mais alors, comment peut-on augmenter la production? Eh bien, faire ce que nous avons fait. Nous avons signé un accord de compétitivité dans lequel l'ensemble de Renault s'est mobilisé sur sa performance et ça a permis notamment d'obtenir un contrat de Nissan qui, au lieu d'augmenter ses capacités de production en Inde, a décidé d'utiliser des capacités de production en France, à flanc. Bon, eh bien, tout le monde était content. Ah, on n'a rien annoncé sur Mercedes. Là vous êtes un peu en avance de phase. Sur... justement. Non. Nous l'avons fait avec Nissan. C'est 82 000 voitures par an. C'est quelque chose qui va permettre d'occuper une grande partie des capacités que nous avons à Flins. Et je pense qu'il va falloir être innovant en la matière. C'est-à-dire, comment peut-on transformer le cadre de travail en Europe de façon à rendre l'Europe plus attractive
Et l'Europe peut être très attractive, essentiellement en localisant en Europe des productions qui aujourd'hui sont exportées d'un autre pays à l'extérieur de l'Europe vers l'Europe. Par exemple, je peux vous dire que Flins est plus compétitif que Chennai, puisque nous avons une usine à Chennai, dans ce cas très précis. Ce serait un joli clin d'œil, non, de produire des Mercedes en France, Renault? Oui, enfin, je veux dire, on peut tout produire en France. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut produire d'une manière qui soit une force. Il faut que la France soit un atout. Il ne faut pas produire en France parce que c'est une contrainte. Il ne faut pas produire en France de manière défensive. Il faut qu'on soit beaucoup plus offensif. Alors, question dans la salle, toujours un peu au fond, après devant, un peu plus loin, là-bas, monsieur là-bas. Voilà, ici. Allons-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est une question pour Carlos Ghosn, Vincent Giret, Le Monde. Vous aviez eu des mots assez durs pour dire que la crise était grave et que même Renault, sous sa forme actuelle, aviez-vous dit, pouvait disparaître. Si on se projette à 5 ans, puisque vous êtes l'homme un peu des prévisions, on vous écoute là-dessus. Quelle part réservez-vous à la France dans la production de Renault dans 5 ans en France? Écoutez, moi je me suis engagé, c'est très simple, là, je vous parle de chiffres sur lesquels je me suis engagé, évidemment en tant que président de Renault, à augmenter la production de Renault de 500 000 à 710 000 voitures en 2016-2017. Donc il y a une augmentation de production de 40%. Une augmentation de production de 40% avec un marché européen qui est au mieux stable. Et je le fais à cause du jeu de l'alliance et des partenariats que nous avons, dans lesquels, en travaillant la compétitivité en France, nous arrivons à attirer des partenaires qui sinon auraient dû investir dans d'autres pays que la France. Voilà. Alors, si en plus de ça, le marché européen devait se réveiller, ce serait du bonus. Alors, autre question dans la salle. On continue. Ici, monsieur... Ah bah, allez-y alors. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Jean-Christophe Tortora, président du journal La Tribune. Question pour monsieur Ghosn. On aime bien l'industrie de l'automobile à La Tribune, mais je vous suggère une science-fiction. Tout à l'heure, il a été évoqué par Jacques Attali, justement le sujet du mobile, en disant finalement il y a les constructeurs et puis il y a les opérateurs. Quand on connaît le succès de Dacia, on parle de voitures à 3 000 € d'ici quelques années. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on ait la voiture gratuite et que on aura des abonnements avec les énergéticiens? Non, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non, ce ne sera pas le cas. Vous n'aurez pas de voiture gratuite. Malgré la compétitivité effrénée au niveau des constructeurs et tous les discounts qui existent, non, je ne pense pas. Je veux dire pourquoi. Aujourd'hui, si la voiture, s'il était pour les grands opérateurs de télécommunications, les électroniciens, etc., si à la limite, ils voyaient un système dans lequel la voiture devenait qu'un objet à partir duquel ils vendaient leurs applications, par exemple Google, ils peuvent très facilement acheter un constructeur automobile. Ça ne pèse rien du tout. Vous voyez que la capitalisation boursière d'un certain nombre de constructeurs est ridicule. Quand vous regardez le montant de cash qu'a une entreprise comme Apple. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas envie. Non, attendez, mais je veux dire pourquoi, parce qu'ils sont rationnels. Ils disent finalement, une entreprise comme Apple qui a, je ne sais plus, 100 milliards de dollars de cash, qu'est-ce que c'est pour eux d'acheter un constructeur automobile dont la valorisation et la capitalisation boursière complète est parfois de quelques milliards de dollars? Si effectivement ils voyaient l'avenir en la voiture est distribuée et je vais vendre mes applications, ils l'auraient fait. Ça coûte moins cher d'acheter un constructeur automobile que d'acheter Apple ou Google. Hein. Je dirais, dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Donc je ne pense pas qu'on va vers un avenir dans lequel la voiture va devenir un peu un objet comme le téléphone ou finalement on va le distribuer gratuitement. Je ne pense pas. Pour plusieurs raisons, parce que n'oubliez quand même pas le facteur émotionnel, subjectif dans l'achat d'une voiture. Puis il y a aussi un élément qui est très important, c'est qu'une voiture, c'est quand même un achat important, hein, pour la plupart des ménages, c'est un investissement important, et il faut qu'ils aient confiance dans la marque, il faut qu'ils aient aussi un réseau de distribution très important. On n'a toujours pas réussi à distribuer des voitures par Internet, ça n'existe pas. Les gens essayent d'avoir un maximum d'informations par le web, mais ils vont toujours, c'est leur distributeur, ils touchent la voiture, ils l'essayent, ils testent le distributeur, ils veulent savoir s'ils peuvent avoir confiance en lui, ils reviennent le voir. Il y a quand même encore une relation de proximité, il y a une relation très subjective qui fait que je ne vois pas, pour l'instant, je ne vois pas ceci évoluer. Mais si ça devait évoluer dans ce sens-là, je vous parie que dans ce cas-là, ce seraient les grands
fabricants d'électronique et téléphonique qui achèteraient le constructeur automobile et qui en feraient une sorte d'appendix pour distribuer leurs applications. Alors, on va continuer avec les questions. On va passer là-haut à l'étage supérieur. Robin Rivaton, j'ai une question. On parle souvent du renouveau de l'industrie automobile britannique. On sait que la production a augmenté de 50% depuis 2009. On sait qu'il y a une usine qui sert de porte-étendard, qui est l'usine de Nissan de Sunderland, dont nombre d'échos ont parlé ces derniers temps. Pouvons-nous parler d'un modèle britannique sans constructeurs nationaux? Qu'en pensez-vous? Alors, qui veut répondre là-dessus? Jacques Attali, je ne sais pas. Oui, non. Peut-être Monsieur le ministre? Non. Bon, ben voilà. Allons-y, Monsieur Carlos Ghosn. C'est vrai que l'Angleterre, aujourd'hui, que la construction automobile en Angleterre est en train de croître. Nissan a une usine qui tourne pratiquement à plus de 500 000 voitures par an, BMW, Ford, il y a des constructions de moteurs. C'est essentiellement dû au fait que l'Angleterre a procédé à un certain nombre de changements qui font que l'industrie y est compétitive, et surtout, il faut quand même savoir que la livre anglaise, elle est aujourd'hui plutôt en position favorable, notamment par rapport à l'euro. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me rappelle avoir rendu visite plusieurs fois au Premier ministre anglais, Tony Blair, à l'occasion, pour lui rappeler qu'il y avait quand même une force de la livre qui faisait qu'il était difficile de développer des productions en Angleterre. C'était il n'y a pas très longtemps. Depuis, ça a du ils ont bon quand même parfois corrigé le tir. Ça a du bon parfois de ne pas être dans l'euro. Non, ce que nous voulions, nous, c'est que quelque part, que l'Angleterre rejoigne l'euro. Parce que là, ce serait beaucoup plus facile pour nous. Parce qu'avoir ce taux de change entre la livre et l'euro, quand vous avez des productions anglaises qui vont en Europe ou des productions européennes qui vont en Angleterre, c'est vous jouez à la roulette tout le temps. Alors, la dernière question, je crois, parce qu'on me dit stop, temps écoulé. Donc une dernière question, toc. Puis après, je demanderai à Lionel Fontagnier de conclure. Question pour Carlos Ghosn et peut-être pour le ministre espagnol. A few years ago, 10 years ago more, industry was 60%. It's now down in Europe to 20%. In France, I think it's 15%. In Germany, it's 23%. Maybe it's because the state is up to 57%, at least in France. Beyond the joke, do you think that we can put our industrial capacity and part of the industry up to a higher level, like 20 and more, like Germany? That's my question to a CEO and to a Minister of Industry. Rappelez à tous les deux, Monsieur le ministre espagnol d'abord. Yeah, well, one of the objectives which has been settled by Mr. Tajani, the Vice President for Industry on the European Commission, is in 2020 to have a 20% again of the European industry on the European GDP. Of course, countries such as Spain, in which we have decreased a lot, such as France, as well, UK, Italy, and some others, are not in the same case as Germany. But, for example, I can tell you in the case of Spain, the importance of the construction sector during the last 15 years, with a lot of liquidity in the system, with a lot of employment, but very low qualified employment, has developed a kind of anesthesia effect in the industry, and above all in the innovation as a base for the industry. So those days have gone already. I mean, construction is not going to be dynamic for the next few years because we have plenty of residents offer in Spain, and therefore I think the incentives to innovate and the incentives in order to increase the weight of industry in the general economy is going to be a fact during the next years in Spain and in the whole Europe. Alors, Carlos Ghosn, rapidement, une réponse. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, quand nous voulons vraiment traiter des problèmes, nous traitons directement avec les ministres de l'industrie des pays. Nous n'allons pas à Bruxelles. C'est-à-dire que quand nous allons voir José Manuel quand il s'agit de l'Espagne, nous allons voir Arnaud de Montebourg quand il s'agit de la France. Nous continuons à traiter au niveau des pays. Je ne pense pas que pour l'instant, Bruxelles, en matière industrielle, au-delà de la réglementation, ait vraiment beaucoup d'influence. Alors, on va conclure ce débat avec Lionel Fontagnier. Oui, très vite, merci. Donc, je pense que ce débat a illustré, s'il en était besoin, le fait que l'analyse économique est un outil utile. Les journées servent à ça. Donc, on a vu que pour repenser l'industrie automobile, il fallait d'abord s'intéresser aux consommateurs.
On a parlé de dégager le consommateur de la conduite, de la partie émotionnelle de l'achat. Ensuite, on a parlé de l'offre, de la stratégie des firmes. Et à ce propos, on a vu que les firmes étaient assez attachées à ce que le déplacement de la valeur ajoutée vers les équipementiers ne soit pas un problème pour elles. On a aussi entendu que les entreprises françaises ne l'étaient plus. Et entre l'offre et la demande, normalement, on nous dit qu'il y a le marché. Ce qu'on nous a dit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a l'État. Et c'est probablement quelque chose d'important. Et là, on a bien entendu tout ce qui a trait à la question des infrastructures, à la question de la législation. On a vu qu'il y avait une ligne de convergence entre le ministère de l'Industrie français et le ministère espagnol, ce qui est une bonne nouvelle. Et on a vu également, à propos de l'État, que la politique macroéconomique de l'État pouvait avoir un rôle en matière de réindustrialisation. Et enfin, on a eu des scoops. Et le moindre scoop n'est pas le fait que nous venons d'apprendre que Renault-Nissan n'envisageait pas d'acheter Google. Et ça, je pense que c'est une information qui sera reprise dans la presse. Merci à toutes et à tous.